Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne dédiée à l'innovation et aux questions du numérique et à son actualité. Alors on va commencer par évidemment les news dans le monde mobile puisque nous sommes jeudi. Et dans cette séquence, ça nous permettra de porter un regard différent sur la question de la souveraineté numérique et en particulier de l'hébergement de nos données. On en parle avec Jérôme Bouteiller dans la séquence Mobile Business dans quelques instants. Et puis le Tech Talk, lui, sera dédié au sport. Vous savez qu'on aime bien le sport dans Smart Tech. Alors on va regarder ce qui se passe du côté des nouvelles expériences qui sont offertes par les technologies. On aura des spécialistes du sujet en plateau, autour de Roland Garros évidemment, mais également de l'Euro de foot qui démarre et puis du grand événement des Jeux Olympiques. Et enfin, on retrouvera notre gentleman numérique. On parlera là aussi de fair play, mais on verra comment rester fair play dans notre vie numérique. Et enfin, on conclura par une innovation dans le domaine de la photographie, une innovation qui serait révolutionnaire. Mais tout de suite, donc place au mobile business. Alors aujourd'hui, nous sommes connectés par Skype avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, qui va nous parler ce matin de souveraineté, de mobile et de cloud. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine, alors vous avez sans doute vu passer début mai le rapport alarmant de KPMG sur le retard des Européens en matière de cloud computing. Ce marché, évalué à près de 500 milliards de dollars à l'horizon 2030, est en effet dominé par des poids lourds internationaux tels que Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud Engine ou même le chinois Alibaba Cloud. Mais selon le rapport KPMG, le cloud devrait peser 53 milliards de dollars en Europe. Et faute de disposer de ses propres champions du SaaS, Software as a Service, ou du IaaS, Infrastructure as a Service, le vieux continent pourrait passer à côté de la création de près de 200 000 emplois et de plusieurs dizaines de milliards d'euros de revenus. Alors nous avons quand même quelques champions européens dans le cloud. Si les initiatives se multiplient en matière de IaaS avec des spécialistes français tels que Outscale, OVH, Scaleway, Gandhi, Orange ou encore Atos, ces entreprises restent beaucoup plus modestes que les grandes plateformes américaines ou chinoises. OVH, par exemple, vise un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros en 2021, alors qu'Amazon, avec AWS, a déjà réalisé plus de 50 milliards de dollars dans le cloud en 2020. Mais il y a cependant un segment méconnu du cloud, le CPaaS, où l'Europe dispose de véritables champions capables de rivaliser avec les grands groupes internationaux. Alors le CPaaS, on peut peut-être expliquer cet acronyme. Oui, alors le CPaaS, ça veut dire Communication Platform as a Service. As a Service, ça consiste en fait à relier le cloud au mobile en virtualisant les communications vocales ou écrites pour les connecter au système d'information de l'entreprise et à ses principaux logiciels. Historiquement, les acteurs du CPaaS sont des agrégateurs SMS qui étaient reliés aux grands opérateurs cellulaires, mais ces entreprises se sont transformées non seulement en multipliant les canaux comme le RCS, WhatsApp, Viber ou Apple Business Chat, mais également en investissant dans des technologies de marketing automation, voire d'intelligence artificielle, pour mieux comprendre les attentes des consommateurs finaux. Mais alors, qui sont ces champions européens du CPaaS ? Alors, selon un récent rapport publié par IDC, le paysage mondial des prestataires CPaaS est aujourd'hui dominé par une entreprise américaine, Twilio, mais cette dernière est talonnée par plusieurs acteurs européens tels que le norvégien Link Mobility, le suédois Sinch, le britannique Comify, le croate Infobip ou encore les néerlandais MessageBird et CM.com. Ces dernières années ont d'ailleurs été marquées par une forte consolidation parmi les acteurs européens du CPaaS. On peut citer les rachats de MyElephant par Sinch, de NetSize par Link Mobility ou encore de Six Company ou Robin HQ par CM.com. Et donc ces acteurs européens ont aussi des ambitions mondiales ? Oui, ces champions européens du CPaaS affichent effectivement des ambitions globales en connectant les systèmes d'information des marques aux opérateurs du monde entier pour le SMS, mais également aux solutions de mobile messaging, qu'elles soient américaines, russes ou chinoises. Et outre cette connectivité, ces entreprises investissent également dans leurs propres infrastructures afin de pouvoir centraliser et enrichir les données CRM de leurs clients dans le respect le plus total du RGPD, le Règlement général pour la protection des données, qui est désormais la législation la plus exigeante au niveau mondial en matière de collecte et de traitement des données personnelles. Et donc, si je vous suis, Jérôme, ces acteurs européens pourraient demain porter la question du cloud souverain ?
Oui, avec la mise en œuvre du règlement général pour la protection des données en 2018 et la récente suspension du Privacy Shield en 2020 qui régissait les transferts de données entre les USA et l'Europe, le vieux continent dispose peut-être d'une fenêtre de tir pour se constituer des champions continentaux du cloud computing. Et si les initiatives se multiplient pour faire émerger des plateformes IaaS européennes, le cloud souverain peut effectivement également s'appuyer sur les champions européens du CPaaS qui sont d'ores et déjà des champions d'envergure mondiale. On enchaîne donc avec les autres news du mobile et notamment Facebook qui connecte Instagram et Messenger. Oui, Facebook a profité de sa conférence développeur F8 pour annoncer que l'API de Messenger allait désormais fonctionner avec Instagram Messaging. Concrètement, les marques qui utilisaient cette API dans Messenger pour dialoguer avec leurs consommateurs, par exemple avec un chatbot, pourront désormais également toucher le milliard d'utilisateurs d'Instagram. On le sait, Facebook travaille sur l'interopérabilité de ces messageries et la prochaine étape devrait logiquement concerner WhatsApp, la troisième messagerie du groupe qui compte pour sa part plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Autre actu, ce sont des nouveautés chez Google en matière de publicité ciblée. Oui, Google a annoncé qu'il profitera du lancement d'Android 12 cet automne pour introduire un système de gestion du consentement avant toute collecte de l'Advertising ID qui permet de faire de la publicité ciblée. Donc comparable au système ATT d'Apple, ces nouvelles règles limiteront le ciblage, voire le reciblage publicitaire. Mais Google pourrait toutefois assouplir l'utilisation de ce système pour des activités comme l'analyse d'audience ou la lutte contre la fraude. Alors, dernière info dans le monde mobile business, c'est bientôt un wallet européen qui va arriver dans nos smartphones. Oui, alors qu'Apple va tester la numérisation des cartes d'identité et des permis de conduire dans les iPhones américains, c'est la Commission européenne de Bruxelles qui annonce pour 2022 un wallet souverain pour le vieux continent. Ce portefeuille numérique ou wallet permettra aux citoyens européens de stocker sur leur smartphone des documents personnels tels que des papiers d'identité ou des données bancaires pour accéder de manière sécurisée à des services publics ou privés. La Commission n'a pas donné beaucoup d'informations sur cette application, mais elle devrait s'appuyer sur les retours d'expérience des passes sanitaires qui sont entrés en activité ce mercredi. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Écran Mobile et donc chroniqueur toutes les semaines du mobile business. Alors à suivre, on va revenir à la question du sport qui nous occupe beaucoup en ce moment et comment les techs investissent ces terrains. Et dans le sport, la tech joue à peu près sur tous les terrains. Aujourd'hui, on va parler de ces nouveaux outils qui s'invitent dans les compétitions et puis aussi des nouvelles expériences à partager avec Pierre-Louis de Guibon, vice-président exécutif d'Orange Events, et Yoal Duval, directeur général, cofondateur de Sport Unlimited Tech. Alors, je voulais préciser que vous étiez en cofondation avec Frédéric Michalak, qui est évidemment l'international de rugby que tout le monde connaît. Sport Unlimited Tech, c'est un festival, premier festival, c'est ça, européen, qui réunit le sport et l'innovation ? Tout à fait, c'est un salon, un festival, un lieu de rencontre pour tous les acteurs de la filière sport, à la fois les acteurs technologiques, les entrepreneurs, les investisseurs, les accélérateurs, mais à la fois les grands groupes, les sportifs et évidemment la recherche fondamentale qui joue aujourd'hui un rôle essentiel. Et une tournée qui démarre donc en septembre 2021. Je ne présente pas Orange Events, je pense que... Voilà. En revanche, ça m'intéresse que vous nous disiez quel est le dispositif qui est actuellement en place sur Roland-Garros. Alors sur Roland-Garros, on fait pas mal de choses. En fait, je vais en parler de quelques-uns. Un premier dispositif, parce que c'est quand même la première année que finalement on a de la 5G qui est massivement déployée sur l'enceinte de Roland-Garros. D'ailleurs, j'ai testé effectivement avec des débits qui dépassent le gigabit par seconde, donc c'est juste énorme. Donc, alors d'autant plus que jusqu'ici, il n'y avait quand même pas beaucoup de monde sur Roland-Garros. Oui, tout à fait. Mais les gens commencent à arriver. Mais moi, j'y suis allé samedi dernier. Il commençait à y avoir pas mal de gens dans les stades et dans l'enceinte. Donc effectivement, un des exemples, c'est de fournir aux journalistes en fait une sorte de boîtier qui est connecté en Wi-Fi à leur appareil de photo et puis en 5G, en fait, ce qui leur permet d'uploader en temps réel toutes les photos qu'il prend. Alors qu'en fait, un journaliste avant, il avait sa SD card. Surtout les journalistes photographes, là, vous adressez en fait ceux qui font des photos qui doivent être d'excellente qualité, donc très très lourdes à charger. C'est ça, c'est plusieurs mégabits, plusieurs mégaoctets, en fait, la photo. Donc en fait, ils avaient une SD card, après ils allaient dans leur PC, ils uploadaient vers leur agence de presse, et là, en temps réel, donc on a un boîtier connecté en 5G en Wi-Fi qui fait ça. Après, on a un autre dispositif, je pense
que c'est un peu un nouveau média, c'est la captation en 360 degrés. Donc je ne sais pas si vous avez regardé. On a fait une visite en live et en replay qui est publiée sur la chaîne de Roland Garros YouTube, en fait, de la nouvelle boutique qu'ils ont mise, qui est absolument extraordinaire. Et en 360, en fait, vous avez votre smartphone ou votre tablette et vous regardez sur YouTube. Et en fait, vous faites tourner l'image. Soit vous tournez votre tablette comme ça. C'est ce qu'on voit exactement se dérouler sous nos yeux. C'est ça. Donc voilà, c'est génial. Et en fait, soit vous faites tourner avec votre doigt, soit vous tournez et vous pouvez voir tout ce qu'il y a autour. Donc en fait, vous êtes actif dans ce que vous voyez. Vous n'êtes pas juste passif à voir une image comme ça. Vous êtes actif. Et puis toujours en 360, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a une Night Edition, en fait, animée par 2 salariés d'Orange qui sont d'ailleurs, et je les salue au passage, des sportifs de très haut niveau, qui démarraient, je crois, à 23h ou 23h30, là aussi, avec une régie faite par Roland Garros, la Fédération française de tennis, mais en mode 360, ce qui fait que là aussi, vous pouvez voir ce qui se passe autour. Et puis, je termine par ça, où on a aussi, sur le cours Suzanne Langlade, mis des caméras 360 en qualité 8K, donc la ultra haute définition c'est la 4K, donc 8K c'est encore la qualité au-dessus, et ces images sont prises par la régie de France Télévisions pour les incorporer dans les images qui montrent au grand public sur votre télé, etc. Donc vous voyez, en fait, on fait ça grâce à la 5G, en fait. Tout grâce à la 5G et à une infrastructure Wi-Fi, j'imagine aussi spécifique. Alors il y a aussi une infrastructure Wi-Fi, mais en fait, la 5G permet de faire ça. Suffit pour faire ça. En fait, il y a un an, l'émission 2020, qui était en fait en septembre, on avait aussi fait un test avec France Télévisions de captation en 5G et puis diffusion en 5G en fait sur des smartphones avec des tablettes en qualité 8K. Et en fait, en 8K, pour la petite anecdote, c'est quoi la différence entre la 8K et la 4K ? En 8K, quand vous zoomez sur un smartphone avec l'image, la qualité de l'image est tellement bonne que vous pouvez quasiment voir le numéro de carte de crédit d'un spectateur qui sortirait sa carte de crédit. Enfin, voilà, ça devient dangereux. Oui, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais en gros, ça peut aller jusque-là. Voilà. Johan Duval, vous qui observez toute cette filière Sportec, on n'a pas qu'Orange comme partenaire sur Roland Garros. Qu'est-ce qu'on y trouve d'autre ? Alors on trouve beaucoup de choses, puisqu'on parle beaucoup là d'expérience utilisateur, de lien avec les médias, etc. Mais il y a aussi beaucoup de convergence technologique, à la fois évidemment la 5G, à la fois le cloud, à la fois l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui servent aussi pour la performance sportive des sportifs. Et en fait, le big data permet en fait d'accumuler un certain nombre de données qui, à la fois, servent pour l'entraînement sportif en amont des compétitions et qui permettent de donner des données augmentées lors des compétitions et lors des matchs, à la fois pour France Télévisions, mais aussi à la fois, par exemple, sur l'application de Roland Garros, comme on peut voir si vous avez eu la chance ou l'occasion de la télécharger. Également, évidemment, il y a des nouvelles plateformes qui aujourd'hui s'occupent de Roland Garros, comme Amazon, qui a pris aujourd'hui évidemment une partie des droits de diffusion. Et donc toutes ces plateformes, le soir, tout à fait. Et toutes ces plateformes aussi, on va dire, remettent sur la table un certain nombre d'enjeux technologiques par rapport à France Télévisions. Alors, aussi la question du business, justement. On a vu, on est capable aujourd'hui de produire des expériences de réalité virtuelle, même de réalité augmentée, d'afficher des données supplémentaires sur les images. Mais est-ce qu'il y a un business model rentable dans la VR et la AR ? Parce que finalement, on n'a pas vu beaucoup d'expériences. Là, vous citiez la visite de la boutique. Bon, ça reste assez limité. Oui, pour le moment, effectivement, c'est plutôt des expérimentations. C'est pas un frein technologique, on est d'accord. Non. Effectivement, le business model a été inventé. Enfin, on pense que c'est vraiment une nouvelle façon pour le spectateur d'être immersif dans l'événement. En fait, au lieu d'être un peu passif et de regarder soit dans le stade, soit sur la télé, maintenant, c'est une façon d'être vraiment actif. Et il le peut parce que, justement, il est connecté. Oui. En fait, justement, vous citiez la réalité augmentée. Être dans le stade et pouvoir savoir que tel coureur du 100 mètres, il a tel profil, etc., moi, en tant que papa, c'est bien parce que mes gamins, ils savent tout sur le sportif et moi, je sais rien. Donc, ça me permet de me montrer un petit peu plus intelligent. Donc, il n'y a pas encore vraiment de business model. Mais en fait, ce mode de consommation va se généraliser. Et c'est justement la connectivité ambiante qui, dans les endroits de compétition, je parle des stades, mais il n'y a pas que les stades. Il y a plein de lieux de compétition, y compris outdoor, qui vont permettre justement d'avoir toutes ces données passionnantes pour suivre
Voilà, et puis il y a des sports comme la voile, hein, par exemple, où de plus en plus maintenant vous pouvez être immersif. Le Vendée Globe Challenge, par exemple, qui a le tour du monde, vous pouvez suivre les skippers parce qu'ils sont positionnés en GPS, etc. Même s'ils sont à l'autre bout du monde, vous pouvez être embarqué dans leur bateau parce qu'il y a des caméras 360 à l'arrivée au départ. Donc ça change complètement le rapport, effectivement. Voilà. Alors après, en termes de business model, tout ça est inventé, et les nouvelles technos le permettent, et puis on verra bien comment ça se développe. Alors si les coûts baissent, ça va davantage rapidement se diffuser aussi. Tout à fait. Après, il y a des expériences internationales en Allemagne et aux États-Unis avec la NBA ou avec le Borussia Dortmund qui aujourd'hui utilisent des technologies de réalité augmentée pour participer d'une meilleure vente de consommation sur place. On voit la NBA que par exemple, en fonction de la donnée qu'on peut récupérer, c'est-à-dire les gens qui applaudissent dans la venues, dans le stade, etc., les prix augmentent de certaines consommations dans les bars et inversement. Donc on voit quand même qu'il y a un business model en train de se créer, que les data et la réalité augmentée permettent de créer des business models dans certains types de sports, particulièrement ceux qui sont très très entertainants, comme la NBA par exemple. Mais là, on est vraiment encore sur quelque chose de naissant. Est-ce que l'innovation et le sport, vous diriez aujourd'hui qu'ils font déjà bon ménage ou c'est la rencontre encore toute récente? C'est une filière fragile, c'est une filière dans laquelle il y a encore un sous-investissement en tout cas au niveau français. On est un peu en retard par rapport aux anglo-saxons aujourd'hui, mais on sent que l'État français est en train vraiment de mettre sur la table un certain nombre de moyens et un certain nombre de structurations étatiques, comme la filière sport, le GIE, France Sport Expertise, qui permettent de consolider cette filière, de préparer 2024, mais aussi de préparer France 2023, pour laquelle Orange est partenaire. Et évidemment de consolider cette filière pour post-2024, puisqu'il ne faut pas que la filière s'arrête après les Jeux Olympiques, mais au contraire, il faut que l'expertise française puisse rayonner à l'international. Et si l'État investit, c'est pourquoi? Pour quel type d'enjeu? C'est pour dynamiser justement l'économie du sport en général, hein, parce que le sport, c'est pas juste effectivement les sportifs. C'est pas une filière très pauvre hein, quand même, le sport. Non, je ne sais pas combien de milliards ou de dizaines de milliards, etc. Bon, ça a été un petit peu compliqué, on va dire, en 2020, c'est en train de reprendre. Mais effectivement, c'est aussi une techno dans les pelouses, dans je sais pas trop quoi, les bains froids pour les sportifs, etc. Donc c'est très large. En fait, l'idée, c'est à la fois de défendre l'économie, de la développer en France, mais aussi d'exporter, parce qu'en fait, Johan le disait, en fait, les Anglo-Saxons sont de ce point de vue-là, on va dire, plus avancés que les Français. Les Anglais et les Américains. Donc voilà, il y a cette volonté à l'initiative de l'État qui regroupe GIE France Expertise, pas mal de logos, dont Orange, mais de grands logos connus que je ne vais pas citer ici, mais voilà. Et effectivement, donc c'est vraiment, et grâce aux Jeux Olympiques, hein, ce que disait Johan, c'est de développer cette filière économique en France et de pouvoir la faire exporter dans les événements mondiaux. Et de ne pas trop en importer. Et voilà, de ne pas trop en importer et d'en exporter. Et je pense que les Jeux Olympiques et France 2023 sont une fantastique opportunité après pour l'héritage, parce que bon, tout ne s'arrête pas en 2024, il faut que ça continue derrière. Et comme la France est quand même devenue une terre d'accueil de plein d'événements, et le sera après, il faut justement dynamiser cette économie du sport au sens général. Et par ailleurs, vous disiez que le sport était plein d'argent. Alors certains sports ont plein d'argent, hein, les structures fédératives, d'autres sports sont plus des sports oubliés. Et je pense que évidemment, ce qui est en train de se passer pour les Jeux Olympiques, ce qu'est en train de faire Orange, mais d'autres groupes, va ruisseler derrière sur le sport amateur, va ruisseler sur d'autres pratiques sportives, et ça servira, j'espère, à créer plus de licenciés, plus d'emplois en France, hein, parce que c'est 2% du PIB quand même. Le sport aujourd'hui, c'est pas rien. Et donc j'espère qu'on restera essentiel. Même ceux qui sont riches aujourd'hui dans le sport n'investissent pas forcément proportionnellement à leur richesse dans l'innovation. C'est pas à moi de juger. C'est pas à moi de juger. En tout cas, certains groupes le font, des clubs le font, des grands groupes réinvestissent, se participent au tremplin qui est la plateforme de l'innovation aujourd'hui en France. Il représente quoi l'écosystème Sportec aujourd'hui en France? C'est combien de start-up? Il y a un collectif start-up qui s'est monté, hein, qui s'appelle Collectif Sportec, qui réunit à peu près 70 start-up. D'accord. Et ensuite, en fait, l'innovation française est territorialisée, c'est-à-dire qu'il y a des incubateurs, des accélérateurs en région qui accompagnent leurs propres pépites et qui les font émerger et remonter sur la scène nationale. Dans certains territoires, par exemple à Lille, ils ont identifié plus de 200 startups, puisqu'en fait aujourd'hui le sport doit être vu comme un marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on pense uniquement Sportec, mais en fait le sport est un marché et d'autres startups peuvent, ceux qui travaillent dans la santé, ceux qui travaillent dans le broadcast, etc., peuvent trouver dans le sport un marché et une opportunité de business. Et c'est ça que je pense qui est très important d'essayer de construire pour 2024. Alors rêvons un peu. Le Tour de France, c'est l'autre événement majeur qu'on attend. Qui va démarrer bientôt. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme nouvelle expérience sur le Tour de France, puisque vous êtes également présent? Voilà, alors on est partenaire technique du Tour de France, donc on fait énormément de choses. Et le Tour de France, on en discutait un petit peu en coulisses. La difficulté, c'est que ça peut être des départs ou des arrivées dans des grandes villes où il y a quand même une connectivité
fibre. Aujourd'hui, la connectivité, c'est tout fibre et tout 5G, hein, finalement. Vous avez toute l'infrastructure. Par contre, si vous avez une arrivée au sommet du col de Tourmalet où il n'y a rien, il faut construire effectivement toute la technologie qui va bien. Qu'est-ce que vous faites? Alors, vous venez avec une antenne? Ah oui, alors on vient alors pour la transmission des images, c'est des moyens satellites en fait pour transmettre les images entre par exemple les motos qui captent les images et puis le car régie du Tour de France Télévisions qui se trouve à l'arrivée. Après les images, je repars dans les studios de France Télévisions en mode complètement fibre optique. Quand on ne veut pas avoir le fibre optique, on passe par des faisceaux hertziens. On met de la 5G. On fait aussi par exemple la connectivité entre l'interview du maillot jaune ou du maillot à pois. Juste, on met de la 5G. Ouais. Et vous repartez avec après? Alors ça dépend. Effectivement, dans un endroit où il y a des vaches et des moutons, on ne va pas forcément laisser une 5G extrêmement puissante, mais on a aussi une logique d'héritage. Donc dans pas mal de villes, je ne sais pas combien sur toutes les étapes, on laisse le plus possible une infrastructure justement 5G ou fibre, parce qu'il y a jusqu'à un temps récent c'était de la DSL, maintenant on est tout en fibre, voilà. Et je termine là-dessus. Maintenant l'interview en fait du maillot jaune et tout se fait dans un car en fait, un camion en fait orange, et après la salle de presse est à distance, donc il y a une visioconférence qui se fait en fait entre les centaines de journalistes et le maillot jaune ou le maillot à pois, c'est ça. Tout ça en fibre optique, c'est ça. Donc on fait tout ça, on fait le broadcast des images pour France Télé en l'occurrence et les autres chaînes de télé, et encore une fois dans des lieux improbables où il n'y a rien d'habitude, et ça permet de faire toutes les connectivités qui... Alors, vos équipes ont fait passer quelques chiffres, 32 km de câbles déployés sur la ligne d'arrivée. Ouais, la zone technique arrivée, tous les matins, les techniciens d'Orange, il y en a 40 qui tournent, et plus 40 qui viennent en support, se lèvent à 5h du matin pour aller effectivement déployer 35 km de câbles pour aller connecter justement tous les prestataires techniques, le chronométrage, tous les broadcasters, France Télévisions, tous les gens qui ont besoin de connectivité, voilà, les journalistes de presse, radio, etc. Tous ces gens-là, il faut les connecter à chaque arrivée du Tour de France. Dans la filière Sportec, vous disiez c'est beaucoup plus large que simplement les technos dédiés au sport. Quelle est l'activité, disons, qui est la plus en avance aujourd'hui dans la Sportec? Est-ce que c'est sur l'entraînement des joueurs, sur les infrastructures comme on vient d'en parler? Moi, je pense qu'il y a deux. Alors, je veux pas m'avancer. Par ailleurs, il y a peu d'études qui sont sorties, mais on est pas mal en avance sur la sport performance, donc sur le big data. On a des grands comptes aujourd'hui en France, Capgemini, Atos, qui travaillent sur ces données-là. On est aussi. Et le big data, pour quoi faire? Le big data pour les clubs. Pour les clubs, évidemment, pour l'entraînement sportif, collecte de données, analyse des matchs, etc. Et évidemment, en aval. Billetterie peut-être aussi, gestion de la billetterie. Billetterie, etc. pour la gestion des stades connectés. Donc ça, je pense que c'est des vrais enjeux de business pour les clubs. Et quand on voit la crise du coronavirus, en fait, elle a créé quelque chose d'hyper intéressant. C'est-à-dire que, évidemment, elle a créé une implication auprès des performances sportives, c'est-à-dire comment on reprépare nos joueurs pour la compétition qui va reprendre post-Covid. Elle a créé des problèmes sur comment on gère notre relation à nos fans, c'est-à-dire ils sont loin, comment on les remet dans les stades, comment on crée des relations avec eux. Et évidemment, c'est des implications très business, c'est-à-dire comment on crée des liens avec nos sponsors qui accompagnent à l'année les clubs pour leur fonctionnement. Donc je crois que le big data a permis, la digitalisation et le big data a permis de rapprocher ces mondes et de créer le fan et le sportif comme des vrais consommateurs. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Il y a des choses étonnantes, surprenantes, nouvelles qui vont arriver pour Paris 2024 ? Alors, pour Paris 2024 ou d'autres événements, effectivement, je voulais rebondir sur ce que dit Johan sur la partie billetterie. En fait, il y a billetterie, il dit contrôle d'accès aussi, parce qu'en fait, vous arrivez avec le billet électronique maintenant, et en fait, vous entrez dans un stade avec en fait un QR code. Il faut qu'effectivement la base de données puisse être interrogée très vite, etc., pour éviter effectivement la queue. Il y a toujours les gens dont le smartphone est déchargé. Il faut pouvoir les sortir de la queue, recharger. Donc, il y a toute la partie contrôle d'accès. Demain, la techno, est-ce qu'elle permettra de faire un contrôle, on va dire, facial pour entrer sans billet biométrique? En fait, je pense que la techno le permet. Après, est-ce qu'on pourra le faire au niveau administratif ou éthique? Je ne sais pas, mais en tout cas, la techno permet. Puis je voulais rebondir sur un autre truc qui me paraît super important, c'est sur, en fait, ça permet aussi, les technos permettent à des nouveaux sports ou des sports, on va dire, de division 2 d'exister. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes du foot, vous avez toutes les chaînes de télé qui viennent en fait envoyer les images du match de foot. Maintenant, aujourd'hui, il y a des technos qui permettent de faire de la captation du broadcast de façon très très light, en fait. Vous mettez des caméras et vous voulez filmer, je sais pas, le championnat départemental de badminton où personne ne va pouvoir regarder, voilà. Et vous mettez des caméras et vous mettez, en fait, vous envoyez les flux dans le cloud et vous avez une régie de quelqu'un voilà, qui gère les flux et qui envoie ça sur un player, je sais pas, YouTube
foot par exemple, et du coup, ce match-là, cette finale-là, qui n'aurait pas été vue, peut être vue par des milliers de personnes. Donc ça permet en fait à des sports aussi d'émerger sur des chaînes de télé OTT. Et je pense que c'est la techno permet de faire des choses assez intéressantes dans Alors là, on continue quand même de parler. On voit que là où ça se passe, c'est quand même du côté des coulisses. Ouais. On n'a pas beaucoup parlé des nouvelles expériences. Pourquoi ça tarde à Alors, se présenter? Il y a des choses, il y a de la gamification, Alors, ce qu'on appelle gamification, c'est des outils qui permettent de créer des expériences ludiques pour les spectateurs, en plus de l'expérience sportive et de la compétition. Il y a des choses Est-ce que ça reste un gadget, finalement? On n'a pas encore trouvé la killer app, comme on dit? Il y a des expériences qui existent. Je pense que l'expérience de Roland-Garros est intéressante. Il y a des outils de gamification comme Zwift qui aussi ont permis de créer des expériences ludiques dans le cyclisme. Je ne dirais pas que oui, je crois qu'il n'y a pas encore de killer app, mais je ne veux pas me prononcer, mais je crois qu'on n'a pas encore créé des choses, si ce n'est le e-sport. C'est des chaînes et peut-être des services et des manières qu'elles proposent aujourd'hui de diffuser ces événements que ça se passe. Ouais, il y a ça. Mais tu as dit un mot, je voulais rebondir dessus, parce que tu as parlé de gamification. Donc moi, tout de suite, ça, dans mon esprit, ça fait e-sport. En fait, je pense que c'est un truc quand même nouveau. On l'a vu en voile avec Virtual Regatta, où ça a permis à des millions de gens de faire Virtual Regatta en virtuel avec les vrais skippers. Là, je crois savoir qu'il y a une course qui est validée par l'organisation du Sailing International qui va de Rio au Japon, etc. Il y aura probablement en 2024 et sûrement en 2028 à Los Angeles du e-sport qui sera à côté du vrai sport. Est-ce qu'il y aura des médaillés olympiques du e-sport? Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ça se passe en voile, ça se passe en vélo aussi. Voilà, il y a des sports qui se prêtent à ça. Donc c'est aussi. Finalement, on devient participant, vraiment. On devient vraiment participant. On devient vraiment participant de toute façon. Oui. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est le rapprochement entre le monde du e-sport et le monde du sport. Tout à fait. C'est-à-dire que je crois que les outils qui sont créés dans le e-sport sont beaucoup plus en avance que dans le monde du sport. Et c'est intéressant de voir qu'avant, c'était le sport qui irriguait le e-sport et que maintenant, c'est les outils technologiques du e-sport qui irriguent le sport inversement. Et donc, c'est très intéressant de voir que des teams Vitality, comme la team qui est soutenue par Orange au Stade de France, est maintenant dans une enceinte sportive, accompagnée par des anciens sportifs de haut niveau et avec des outils technologiques apportés par des grands groupes français technologiques. Bon, c'est merveilleux parce que ça fait une transition parfaite avec la séquence qui va suivre. On retrouve le gentleman numérique qui va nous parler justement de la réunion de ces deux mondes et nous donner quelques idées de la manière dont on peut se comporter dans cette nouvelle vie numérique et dans le sport et dans l'e-sport avec Fairplay. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour accueillir notre aspirant gentleman, en tout cas auteur d'un ouvrage qui porte ce titre, Propos d'un aspirant gentleman. Vous êtes également président de l'agence Le Chiffre. Frédéric Rebet, bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, et je l'ai annoncé, donc on vient là à l'instant de parler de l'apport des technologies dans le monde du sport. Ce sont des outils qui changent nos expériences. On a une actualité très riche en ce moment avec Roland-Garros, l'Euro de foot et les JO, les Jeux Olympiques qui se profilent. Oui, vous l'avez montré de manière magistrale, la technologie et en particulier la technologie numérique aide de manière considérable le développement du sport. Mais à l'inverse, le sport, lui aussi, est un énorme contributeur de l'industrie numérique. Vous l'avez invité récemment, Robin Leproux, qui est l'ancien président du Paris Saint-Germain, homme de médias, vient d'ouvrir un espace de jeu, e-spot, en face du Louvre, consacré aux jeux vidéo et avec un objectif intéressant qui est finalement de réunir les jeunes pratiquants, mais aussi leurs parents, quelque chose d'universel. Et donc, c'est une initiative intéressante. Le sport est également numérique, puisqu'on parle de e-sport. Et puisque vous venez de parler d'actualité, notamment des Jeux Olympiques, eh bien, pour la première fois, on va commencer à voir en préambule de ces Jeux Olympiques l'introduction progressive du sport numérique. Alors, le e-sport, il a ses stars. Il a son public, qui est quand même considérable, et il a donc ses sponsors. Donc c'est une économie en plein développement. Et puisqu'on parle de sport et de numérique, les deux sont intimement liés, on va le voir. On peut rappeler en introduction cette phrase que tout le monde connaît, qui est attribuée à Pierre de Coubertin, « L'important n'est pas de gagner, mais de participer ». Alors justement, on va, puisque le sujet qui nous intéresse aujourd'hui en tant qu'aspirant gentleman, c'est le fair play, on peut peut-être déjà donner une définition de ce fair play.
Le fair play, on pourrait le traduire de manière assez simple et directe, le franc-jeu. Donc dans le franc, il y a une certaine franchise, il y a un certain respect des choses. Et on pourrait traduire le fair play par le comportement d'une personne qui respecte de façon loyale les règles d'un jeu ou d'un sport. Donc ça implique un certain nombre de choses. Oui, on a cité respect, loyauté, règles, et ce sont les règles qui finalement nous permettent de vivre en communauté. Si on a créé un code civil, si on a créé tout cela, c'est pour permettre de passer de la barbarie à une ère contemporaine. Et comment est-ce qu'on peut l'appliquer au monde numérique? Est-ce que c'est applicable au monde numérique? Ah, tout à fait, oui, puisqu'on doit, dans le monde numérique, on se rend compte que c'est sur quelques décennies. On parlait de sport et de fair play, ça débute dès le Moyen-Âge, même dès l'Antiquité, dans les Jeux Olympiques. Le monde numérique s'est créé en quelques décennies. Donc c'est un peu le Far West. Donc c'est un peu la loi du plus fort. Les règles n'étaient pas encore établies. Et aujourd'hui, tout le monde se plaint des abus, qu'ils soient financiers ou comportementaux, des GAFAM et des BATX. On est en train de réguler tout cela, de régulariser. On parle beaucoup en ce moment de Joe Biden et de cette loi de taxation. Il n'y a pas que Joe Biden, il y a évidemment l'Europe, tout le monde est derrière. Le monde est en train de s'aligner, oui. On s'aligne, oui. Et donc, on va créer finalement une sorte de handicap. C'est une pratique que l'on a dans le sport. Le handicap, par exemple, si vous jouez au golf, vous êtes un piètre joueur ou débutant et que vous êtes en compétition avec des joueurs chevronnés, on va attribuer à ces joueurs chevronnés une sorte de handicap qui vous permet d'être à peu près au niveau au rattrapage. Dans les courses hippiques, on a ça, on parle de handicap. Alors, pour rester fair play, est-ce que vous auriez un conseil de lecture qui pourrait nous guider? On revient souvent dans l'histoire, c'est ça qui est intéressant. On se rend compte que ce que l'on vit aujourd'hui a déjà été mis en place dans l'histoire. Il y a un livre de Sébastien Nadeau qui s'appelle « Rompez les lances », donc lance en référence au tournoi de la chevalerie au Moyen-Âge. Alors ces tournois affrontaient souvent des personnalités importantes pour les royaumes divers. Il y avait des chevaliers, des comtes, des ducs, des princes et même des rois. Et il y a des rois qui mouraient. Dans l'histoire de France, on sait que quelques rois sont morts avec un coup de lance. Donc on a décidé de mettre des règles pour canaliser cette violence, pour éviter de perdre quand même des pères du royaume. Et c'est le début finalement de ces règles, du fair play, de manière faire. Et Sébastien Nadeau lui-même, il parle aujourd'hui, il dit les Jeux Olympiques, c'est un peu la chevalerie moderne. Alors, qu'en reste-t-il aujourd'hui? C'est la grande question. Mais on va voir déjà quelles seraient les règles qu'on pourrait édicter aujourd'hui pour le fair play dans le monde numérique. Alors, dans le monde numérique, on va faire attention. On va faire attention aux autres parce que le monde numérique, et grâce à vous, on est tout à fait avisé de ce qui se passe, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas complètement le monde numérique. Et donc, notre première règle, c'est de ne pas mettre à l'écart les gens qui maîtrisent moins les outils numériques. Donc on va toujours, dans les relations, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient tout simplement relationnelles, on va toujours faire très attention de ne pas tirer parti de cette prévalence de la maîtrise des outils numériques pour ne pas mettre les gens à l'écart. Ça, c'est une des choses importantes pour le gentleman. La deuxième chose que l'on va préserver également, c'est le langage. On a vu, le langage est très important, et ce langage numérique, il est assez codé, un peu comme une sorte de secte ésotérique dans lesquelles on maîtrise. Ceux qui ne maîtrisent pas ce langage peuvent ne rien comprendre. Oui, c'est excluant aussi. Ouais. Voilà. Et l'exclusion ne fait pas partie de l'apanage du gentleman, donc on va vérifier ça. Et puis la troisième chose, c'est également de ramener le monde numérique au monde réel. On a parlé tout à l'heure, justement, on a parlé de football qui est sur le terrain et que l'on retrouve ensuite dans le monde numérique. De la même manière, on va toujours revenir. Donc on va dire qu'on n'est pas dans le cloud, il y a la vie réelle, et on le voit, l'actualité le montre, on revient un peu sur les terrains de sport. Eh bien, on va en permanence avoir cette alternance entre le monde réel. On va descendre du cloud pour se remettre dedans. Et donc on va toujours prendre par la main nos interlocuteurs pour être dans ce monde numérique et dans ce monde réel. C'est les trois choses, je dirais, qu'il faut, parce que il y a une forme de dignité dans les règles du fair play. Il y a deux choses à retenir. Il y a la force de donner une place aux plus faibles, et puis une dignité dans la victoire comme dans l'échec.
le rugby, par exemple, un sport de voyous joué par les gentlemen, et bien, quand les perdants ont droit à une haie d'honneur. Ouais. Et donc, c'est un respect. Voilà. Ça, c'est très important. Allez, d'un bon mot, une conclusion. Oui, les règles du sport et du monde numérique ont été beaucoup régies par les Britanniques et les Français dans cet affrontement séculaire. John le Carré, donc, qui est anglais, dit on peut être les gentlemen fair play, mais aussi des enfoirés de perfide Albion. Merci beaucoup Frédéric Rebet. Je rappelle que vous êtes présidente de l'agence Le Chiffre et auteur d'un ouvrage que vous pouvez vous procurer si vous voulez en savoir plus sur comment se comporter en gentleman. Propos d'un aspirant gentleman. Merci Delphine Sabatier. Avec plaisir. À suivre, c'est l'innovation, une innovation qu'on dit révolutionnaire dans le monde de la photographie. Bonjour Cécilia. Alors comme ça, ce monde de la photographie pourrait être bouleversé par cette innovation dont vous allez nous parler. Oui, Canon a développé un capteur de photos absolument révolutionnaire. En tout cas, on a hâte de le découvrir dans une technologie. C'est le premier capteur SPAD qui comportera 1 million de pixels. Dites-nous ce que c'est un capteur SPAD. Alors en fait, ça veut dire Single Photon Avalanche Diode. En français, diode d'avalanche à photons uniques. Alors en fait, les photons, vous savez, ce sont les petites particules qui composent la lumière qui nous entoure. Et dans un appareil photo numérique, le rôle du capteur, c'est de capturer ces photons, de capturer la lumière pour ensuite les transformer en électrons, en signal électrique pour qu'on puisse voir apparaître sur le petit écran de notre appareil la photo numérique. Alors le capteur classique, normalement il traite les photons par flot, c'est-à-dire qu'il capte les particules de lumière tout en même temps, sans distinction, pour ensuite les envoyer en signal électrique. Avec ça crée ce qu'on appelle du bruit en photographie, c'est-à-dire des imperfections. Si vous avez déjà fait de la photo ou que vous connaissez des photographes, vous connaissez cette expression qui s'appelle le bruit. C'est des imperfections parce que c'est trop irrégulier de récupérer que le flot. Donc le capteur SPAD, lui, il va récupérer les photons, les particules de lumière, une par une pour les enregistrer. Ça va réduire considérablement le taux d'imperfection, supprimer le bruit en photographie et chaque particule va être enregistrée indépendamment des autres. Mais cette innovation, elle va encore plus loin. Sur un capteur classique, tous les pixels qui sont à l'intérieur n'ont pas tout à fait la même taille ni la même sensibilité, ce qui veut dire qu'ils n'enregistrent pas tout à fait la même chose que la lumière réelle, ce qui va entraîner une erreur et encore une fois une dégradation de l'image. Alors pour y remédier, Canon a réussi à créer des pixels non seulement identiques, mais à gommer cet espace qui n'existe pas pour nous à l'échelle humaine, mais qui est bien là, cet espace entre chaque pixel. Autrement dit, on ne va plus perdre une seule miette de la lumière qui nous entoure pour la réceptionner. Alors tout ce processus prend plus de temps qu'un processus de capteur classique ? A priori non, et c'est ça qui est formidable aussi et très prometteur, c'est que la précision entraîne la rapidité d'exécution. En étant plus précis, on n'a pas besoin d'allonger le temps d'exposition, c'est le temps de capture des photons. Avec ce capteur, un appareil pourra filmer des scènes à 24 000 images par seconde. Alors pour référence, prenez le cinéma où on enregistre des images à 24 images par seconde. La différence est énorme. Ouais. Alors dernière amélioration, ce capteur il peut aussi mesurer le temps de vol des photons, le TOF. Alors ça a l'air extrêmement compliqué, je ne vais pas me lancer dans une explication détaillée. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on pourra enregistrer des images en réalité augmentée en capture 3D parce qu'on aura le mouvement de la lumière amplifié avec en plus une résolution inégalée. Alors justement, est-ce qu'on sait concrètement ce que va changer cette technologie ? Alors, évidemment, on va révolutionner la photographie, ça on l'a dit. Il y aura une rapidité, surtout l'autofocus sera quasiment instantané, ça va énormément changer les pratiques, mais le potentiel de ce capteur, il intéressera aussi les constructeurs de voitures autonome, parce qu'on a tous les ingrédients là, la capture en 3D, la résolution, l'autofocus en direct, ce sont des atouts indispensables aux voitures autonomes de demain pour capter une image précise. Les robots aussi pourront voir en 3 dimensions.
Bon, alors on n'a pas encore de date sur l'arrivée de cette technologie sur le marché, mais on est impatient. Merci beaucoup Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smart Tech. Et puis moi je vous dis à demain, c'est vendredi, on aura une grande interview, un débrief de l'actu et le rendez-vous dans l'espace.